Si tu es passionné du marché action, tu n'as probablement pas échappé aux différentes publications des entreprises du CAC 40 et notamment deux grosses entreprises du secteur automobile français, j'ai nommé Renault et Stellantis. Alors, suite à ces bonnes publications de résultats du côté des deux entreprises, parfois on se demande s'il est intéressant d'investir maintenant ou d'investir plus tard. Dans les deux, aucune des deux, laquelle est la mieux? Eh bien, je vais te donner mon avis ici. Non seulement on va reprendre des données fondamentales que je vais plutôt relayer des différentes publications de ces deux entreprises, et puis je vais te présenter également leurs graphiques. On va voir ensemble quelles sont les configurations sur lesquelles nous sommes. Tu as d'ailleurs déjà Renault à l'écran, tu peux découvrir ici celui de Stellantis. Et entre ces deux graphiques qui sont vraiment très différents, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de prix et dans les mêmes structures de prix, eh bien je vais te présenter les objectifs de chacun, mais également mon avis, quel est le type de configuration de graphique que je préfère, sur lesquels je préfère me positionner, et je vais t'expliquer bien évidemment pourquoi. Je te l'ai dit, on va d'abord parler fondamental très rapidement. L'objectif, c'est tout simplement de voir un petit peu les résultats qui ont été publiés. J'ai fait une infographie hyper rapide pour vraiment avoir les données et comprendre pourquoi c'est intéressant ces entreprises. On a donc deux entreprises du secteur automobile, Renault Stellantis. Renault, 54 milliards de chiffre d'affaires cette année, en belle progression des ventes par rapport à l'année précédente, plus 13,1. Moins de progression du côté de Stellantis, mais déjà un chiffre d'affaires plus assis, 189 milliards de dollars. Concernant les revenus nets, bonne nouvelle du côté de Renault, puisqu'on était sur un chiffre, un revenu négatif l'an passé, moins 354 millions, 2,2 points, 2 milliards cette année. Et concernant Stellantis, belle progression de 11% avec un revenu net à hauteur de 18,6 milliards. Élément important, la marge opérationnelle. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant pour prendre des décisions, mais c'est quand même un bon élément. La marge opérationnelle, pour la vulgariser, c'est la capacité d'une entreprise, de par son activité dite principale, à générer de la marge, à générer vraiment des bénéfices. Donc, grosso modo, plus tu produis, plus tu as de chances et de vendre bien sûr, plus tu vas dégager de marge. Donc c'est vraiment son activité, est-ce qu'elle est rentable? Donc on a des chiffres intéressants des deux côtés, on a des belles marges opérationnelles. La différence entre les deux, c'est qu'on en a une qui est en progression, certes moindre du côté de Renault, mais 7,9 versus 5,5 l'année dernière. C'est légèrement supérieur du côté de Stellantis, mais on le voit avec une baisse de cette marge opérationnelle qui décline de 13, qui décline, c'est un bien grand mot, mais de 13,4 à 12,8. Donc voilà, assez intéressant de voir deux belles entreprises qui ont publié. J'ai regardé un petit peu les discours de Demeco du côté de Renault PDG et celui de Tavares du côté de Stellantis. C'était assez intéressant. Voilà, il y a énormément, bien évidemment, pas besoin d'écouter les discours pour le savoir, mais on est dans un marché de l'automobile mouvant avec des enjeux qui sont forts. Il y a des virages à prendre, électrique, hydrogène. Donc voilà, ça va être intéressant de savoir qui va réussir à se positionner. Il y a beaucoup de projets des deux côtés. J'ai retenu notamment Renault qui va sortir 24 nouveaux modèles sur une période de 26 à 30 mois, je ne sais plus exactement, donc grosso modo 3 ans. Donc voilà, il y a des enjeux qui vont être forts. Il ne faut pas se rater sur ces lancements et forcément, la réussite de ces projets permettra ou non aux actions de suivre les potentielles tendances dans lesquelles elles sont, ou justement de connaître un frein. On va donc passer directement sur les graphiques, et sur les graphiques, parce qu'on a deux belles sociétés, ça peut se dire, ok, les résultats sont intéressants, maintenant, comment je me positionne? On essaye toujours d'allier les deux, d'avoir des bons dossiers fondamentaux. Alors, Renault, ça peut se discuter, Stellantis, on est quand même sur quelque chose de plus solide, à mon sens, en tout cas, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais Renault, en tout cas, ça reprend du poil de la bête, et c'est important dans l'investissement et le trading, je ne vous fais pas de conseils en investissement encore une fois, mais de sélectionner les bons dossiers. On va éviter bien évidemment les dossiers qui décotent. On va éviter les dossiers qui perdent de la force, qui n'ont pas de bons fondamentaux. J'en ai pris un il y a très peu de temps où je vous ai parlé un petit peu d'Atos parce qu'on avait une énorme chute et on s'est posé la question ensemble, est-ce que c'est une bonne idée? La réponse était bien évidemment non. On n'achète pas un couteau qui tombe sous réserve que un jour c'était à 80 et maintenant on est à 2 euros. Non, c'est pas une bonne raison. C'est comme les crypto-monnaies, on n'achète pas une crypto parce qu'elle coûte 0,10 et que l'autre coûte 5. Non, ça n'a rien à voir. On réfléchit pas comme ça, on réfléchit en potentiel haussier. Ok? Donc ici concernant Renault, intéressant de voir qu'on était quand même dans une grosse phase de baisse, période difficile depuis 2018 grosso modo. Je ne sais pas pourquoi j'ai tracé un canal comme ça, mais peu importe. 2018 ici, grosse baisse, et c'est vrai que depuis cette période, 2019, grosso modo, le Covid, eh bien on est dans une sorte de boîte de range. Alors, bon, bien évidemment, on peut mettre plutôt le range ici, vous voyez ça comme vous voulez, c'est pas très grave. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a un niveau qui nous capte pour le moment autour des 44, on le voit bien, et on est surtout ici, légèrement au-dessus,
ici. Voilà. Pour l'instant, on n'arrive pas, même un petit peu en dessous, 42, 43, on n'arrive pas à casser ce niveau. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est qu'on a une grosse contraction du prix. On n'a pas un vrai rejet de cette zone, on a une contraction qui est en train de se faire. On le voit très bien, d'une part par les moyennes mobiles et donc ce range qui se met en place, car elles sont tout simplement plates. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que généralement, après la question c'est quand, et c'est pour ça qu'il faut être prudent. On a une belle explosivité quand on sort de ça. Ça se voit très bien également avec des éléments comme les bandes de Bollinger. Quand vous observez voilà, des bandes de Bollinger bien plates, bien parallèles, comme c'est le cas ici, très souvent, à partir du moment où ça explose, il y a une direction qui est prise. Et c'est généralement, je dis bien généralement, il n'y a rien de sûr dans le trading et dans l'investissement, mais généralement des belles dynamiques qui peuvent se mettre en place. Donc, la cassure ici du niveau des 43, moi, m'apparaît comme être un niveau intéressant pour commencer à payer au-dessus de ce niveau. Pourquoi on ne paye pas en dessous? Eh bien, tout simplement parce que à titre personnel, encore une fois, ce n'est que mon avis, je vous invite pas à faire la même chose. Moi, garder de l'argent ou acheter du Renault ici pour une action qui pourrait être bloquée, voilà, comme ça pendant des années et des années, vous voyez, je suis en 2026 ici par rapport au petit dessin que j'ai fait, ça ne m'intéresse pas. Non pas que si on casse les 43, on ne reviendra jamais en bas, mais plutôt dans une dynamique de se dire, ok, ça bloque, personne ne veut y aller, et au bout d'un moment, on a du monde, on a le marché qui nous dit, ok, on y va. Et quand le marché nous dit on y va, il y a plus de chances, encore une fois, c'est pas garanti, mais qu'on continue cette dynamique. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné sur les actions. Je fais des choses extrêmement simples, comme j'ai pu le montrer d'ailleurs pendant 2 heures ce matin dans l'académie. Je vous rappelle que tous les vendredis, on recherche des opportunités ensemble, actions et crypto-monnaies. On en a passé pas mal, je vous ai expliqué quelques-unes de mes méthodes. Le lundi, le mardi et le jeudi, tu as également des plans de day et de swing trading pour l'ensemble des autres actifs. Et le mercredi, tu as un coaching. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Tout ça pour dire qu'on en a parlé assez longuement pendant l'académie. Et c'est vrai que ce type d'action, garder de l'argent dans quelque chose qui n'explose pas, moi je préfère aller sur les forts potentiels et essayer de profiter de ces dynamiques. Et comme je te le disais, donc depuis plusieurs années, j'ai toujours travaillé comme ça, figure chartiste, grosse tendance, gros niveau, et on va chercher comme ça, on monte les escaliers progressivement. Pour l'instant, on est donc sous le plafond, et tant qu'on est sous le plafond, pour moi, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si on casse, parce qu'il faut quand même se projeter, et c'est l'idée sur un Renault, eh bien, il y a des niveaux qui seront intéressants à aller chercher. Il y en a pas mal qui peuvent faire office de résistance. On aura déjà ce premier niveau qui peut être une belle petite zone à aller chercher, niveau des 52-54. On a également, je vais me permettre d'enlever les bandes de Bollinger parce que je déteste faire des plans, et d'ailleurs même les moyennes mobiles, maintenant on n'a plus vraiment besoin, une fois qu'on a vu ça, de pouvoir tracer facilement mes niveaux de résistance. On en a une autre ici qui pourrait être à 68-70. On va avoir bien évidemment toute la zone ici qui peut venir osciller dedans. On a vu la dernière fois c'était un gros range, donc voilà, on sait que c'est une zone qui peut être travaillée avec un objectif déjà à 90. Donc on a déjà 3 niveaux d'atteinte qui sont relativement faciles à identifier. On peut bien évidemment tracer d'autres, des plus intermédiaires, comme par exemple celui-ci sur le niveau des 64. À vous d'en juger. À vous de faire ce que vous souhaitez. Donc on a une structure finalement d'accumulation, ça aussi j'en ai pas parlé, mais c'est intéressant. Un des premiers livres que j'ai lu, c'est celui de Stan Weinstein. Je crois que c'est comment bien démarrer en bourse ou comment gagner en bourse, quelque chose comme ça. Très intéressant, qui nous parle notamment des phases de cycle, avec la phase 1 d'accumulation, la phase 2, je ne sais plus comment il l'appelle, mais d'accélération, la phase 3 de croissance et la phase 4 de distribution. Et en fait, il explique que les entreprises, en tout cas les graphiques, on le voit bien, suivent des cycles. Et c'est très clair sur Renault d'ailleurs, je trouve. On a bien ici la phase d'accumulation, la phase 2 où on sort justement de cette zone d'accumulation de range où on accélère, la phase 3 de croissance, une petite phase de distribution ici qui est relativement courte, la chute et on repart ici dans une phase d'accumulation, cassure pullback, zone 2, zone 3, croissance, zone 4 ici, distribution, on repart à la baisse et ici, phase d'accumulation. Alors bien sûr, il y en a qui pourraient dire, je vais anticiper. Le problème, c'est que si tu anticipes et que ça dure comme ça pendant encore 5 ou 6 ans, c'est un capital que tu vas bloquer et que tu ne pourras pas faire fructifier sur d'autres entreprises. N'oublie pas, on a une chance énorme sur le marché actions, c'est qu'il existe des milliers d'actions, que ce soit en France ou dans le monde, sur lesquelles tu as des configurations qui sont bien plus sexy que ça à travailler, c'est-à-dire à anticiper les cassures. Une fois que ça aura cassé, c'est un autre sujet, parce que là, on partirait dans une dynamique haussière, a priori, en tout cas, une tentative, un début de tendance haussière, et là, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est à peu près... J'exagère un peu, mais à peu près ce type de configuration qu'on a eu sur le Bitcoin et qu'on a su payer notamment au mois de juin 2023 et qui nous a permis aujourd'hui de faire quasiment 1x2. Donc, encore une fois, c'est pas parce que le Bitcoin a fait ça et que d'ailleurs c'est pas tout à fait la même configuration, mais pas loin, que ça va le faire sur Renault. C'est pas parce qu'une autre action française l'a fait que ça va le faire. Mais ça n'empêche qu'encore une fois, d'un point de vue statistique, répétition des configurations de prix, il y a de quoi pouvoir travailler dans ce sens-là. Premier point donc,
Renault, moi, ok, éventuellement, hein, je dis pas que je vais le faire, mais si je devais chercher des investissements ou autres, ou trade en tout cas, ça serait attendre la cassure, travailler ici et aller chercher les différents objectifs qu'on a identifiés. Concernant Stellantis, c'est hyper intéressant, on est dans un contexte complètement différent. On est sur les plus hauts, hein, on a tout simplement cassé les nouveaux plus hauts, on fait des records successivement, hein, donc là je suis même en mensuel, mais quand on voit ici en weekly, on est sur une zone qui est quand même très très intéressante, qui avait été rejetée à plusieurs reprises, qu'on a bien cassé. J'en profite pour rappeler et pour montrer à quel point ces avalanches fonctionnent si bien, les vraies réactions sur pullback, et donc là, on avait vraiment une belle validation pour rentrer. J'ai envie de dire, le signal est presque déjà passé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas tester cette zone qui pour moi est toujours très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est en ultra tendance haussière, on a donc un dossier qui a priori est bon, de par les résultats qu'on a pu observer juste avant, et donc j'ai envie de surfer, de m'appuyer sur ces bons dossiers, et celui-ci me plaît bien. La question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une entreprise qui vient de casser son dernier plus haut? J'y réponds dans cette question dans un instant. Je vais d'abord te donner les objectifs qu'on peut viser parce qu'il faut le voir, il faut avoir l'habitude de travailler avec. Mais ici, moi, je trouve qu'il y a une très belle tasse à vacances. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tasse à vacances? Eh bien, c'est tout simplement un mouvement comme ça, suivi donc d'une tasse qui ressemble à une tasse, vraiment une sorte de demi-cercle, suivi d'une petite anse qui doit être à peu près à 1,5 fois, enfin, qui doit être moitié moins grande, à peu près, encore une fois, c'est les livres, on va pas toujours prendre au plus près, mais 1,5 fois moins grande. Et quand on casse, c'est bien l'idée, justement, là c'est magnifique ce qui est en train de se passer, c'est vraiment l'application parfaite de la tasse à vacances. On casse, on joue le pullback, on paye le pullback, on s'invalide. Alors, il y en a qui vont venir s'invalider ici. Moi, j'ai des méthodes différentes à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est pas très intéressant, ces niveaux d'invalidation technique. Mais bon, ça me regarde. Mais en tout cas, au niveau des objectifs, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. On a deux niveaux offerts par ce type de configuration. Le premier, c'est de reporter la taille de la anse. Donc, vous prenez le plus bas jusqu'au niveau et ça vous donne une zone. Bien évidemment, on ne prend pas au point près, il n'y a rien d'aussi précis que ça, même si parfois ça vient toucher au point près. On prend la zone, donc 27-28 grosso modo, et vous faites la même chose ensuite pour un deuxième objectif que vous pouvez viser, qui est tout simplement la taille, cette fois-ci, de la tasse. Et pareil, on a une zone grosso modo dans les 33-34. Okay, donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir des projections faciles, c'est de la méthode, c'est vraiment ce que j'enseigne dans Analyse Technique Pro, les tendances, les zones, les chandeliers japonais et les figures chartistes. Là, c'est méthode 100%, il n'y a rien à dire, sans avoir besoin d'ailleurs d'indicateurs. On utilise également des indicateurs dans nos stratégies, mais là, comme je le dis souvent, d'ailleurs sur les actions, je pense que 80% de mes prises de décision se font sans indicateurs. Il n'y a pas besoin d'indicateurs, il suffit juste de comprendre un peu quelles sont les tendances, quels sont les bons dossiers, quelles sont les meilleures orientations de prix. Et c'est pas suffisant bien évidemment pour générer des profits, sinon ça serait trop beau, mais en tout cas on augmente nos chances de réussir. Et ici du coup on peut se poser la question, comme je vous le disais, est-ce que Stellantis est plus intéressant? Et je vais vraiment parler d'un point de vue graphique. Ici si on avait Apple contre Microsoft c'était pareil, c'est pas l'idée de savoir si on paye Apple ou Microsoft, je parle vraiment des configurations de prix pour vous partager mon avis, parce que comme on est ici sur un nouveau plus haut, et contrairement à Renault où on est sur un retracement, bah tiens je vais te laisser te poser la question d'abord. Pose-toi la question, est-ce que toi, a priori, tu serais plus tenté d'aller payer l'action Renault ou tu serais plus tenté d'aller payer l'action Stellantis? Si ça te fait marrer de jouer au petit jeu, bah voilà, tu te poses la question, tu mets pause, tu me le mets en commentaire et on verra si tu as bon ou pas. À mon sens, encore une fois, je vais te donner uniquement mon avis. Je préfère largement payer un Stellantis, mais largement. Alors certains vont me dire, mais oui, mais tu es sur les derniers plus hauts. Alors je dis pas forcément qu'il faut payer n'importe où, mais je préfère payer et travailler cette configuration de prix. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase qui s'appelle le price discovery, que je n'ai pas inventé bien évidemment, qui est ni plus ni moins qu'une traduction en français qui veut dire phase de découverte du prix. Et on n'a pas d'objectif au-dessus de la tête. La problématique dans une tendance haussière qu'on va rencontrer, c'est qu'on va arriver sur des niveaux qui vont nous bloquer, qui risquent en tout cas, qui risquent de nous bloquer. Comme par exemple on l'a sur Renault ici avec les différents niveaux d'ailleurs qui a déjà été rejeté, puis potentiellement tous ceux qu'on a identifiés. Et tous ces niveaux qui vont potentiellement nous bloquer, eh bien c'est des niveaux, en tout cas c'est des potentiels qui nous limitent dans le choix des actifs. Et d'ailleurs c'est aussi Stan Weinstein qui privilégiait ça, prenez des actifs qui sont en tendance haussière et qui n'ont pas de limite. Alors quand on en a une ou deux, bien évidemment, c'est pas dérangeant et on va pas se mentir, Renault, c'est pas non plus voilà, le pire du pire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pris non plus tout le mouvement du prix. Il y a encore un peu d'historique par le passé, mais déjà sur, on va dire depuis 2015, on a déjà quand même quelques plafonds de verre. Ici, il y en a pas. Ici, c'est sky is the limit, grosso modo. Bien évidemment, il y a un moment où ça va taper et ça finira par corriger. Mais ce qui est très important à avoir en tête, c'est que ce plateau qu'on attend, c'est peut-être d'ici
3 semaines, c'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être dans 3 ans, dans 5 ans. C'est peut-être à 26, c'est peut-être à 34, c'est peut-être à 50, c'est peut-être à 100, c'est peut-être à 200, 250, 300. Alors là, vous allez me dire, bah attends, mais il est fou. Bah, regardez les graphiques des plus grosses actions, regardez ce qui s'est passé quand on a cassé un nouveau plus haut. Et pour ma part, il y a plusieurs entreprises dans le passé que j'ai payé sur leur repli des derniers points hauts cassés, et ça m'a dans 80% des cas, toujours servi. Bien sûr qu'il y a des moments où ça ne marche pas. Mais encore une fois, avec une gestion de risque, ça se passe très bien. On prenait tout à l'heure l'exemple du Bitcoin qui, quand il a cassé en 2018, a fait derrière, je crois, plus d'un... Quand il a cassé son dernier plus haut, pour s'amuser à le reprendre, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça, mais vous verrez, en gros, tu faisais un x2, x3, et si tu prenais même ne serait-ce que l'achat au niveau des 68 000, et puis finalement, tu as acheté un petit peu au-dessus, et puis après, quand ça a corrigé, et que tu avais une gestion du risque contrôlée, tu perdais peut-être entre 15 et 20%, mais c'est toujours pareil, c'est une question de risque-reward. Si tu prends des opportunités qui peuvent te permettre d'aller chercher x2, x3, et qu'à côté de ça, tu sais que potentiellement, si ça ne marche pas, tu perds 20%. Mais le risque-reward, il est énorme en réalité, parce que tu peux même te planter 10 fois, tu gagneras toujours plus en faisant ça une fois. C'est pourquoi moi, je privilégie largement les configurations graphiques tel que Stellantis, parce qu'on n'a pas de limite, parce qu'on est sur un bon dossier, que tant que les fondamentaux sont bons et que les chiffres sont là à l'appui, il y a des investisseurs. Les investisseurs ont envie de payer ce type d'actifs, contrairement à Renault, qui, même si je mets un petit peu ça entre guillemets, parce qu'on a déjà eu cette grosse chute, et donc les investisseurs peuvent commencer à reprendre le dossier, peuvent commencer à reprendre confiance dans le titre, mais typiquement, si vous allez sur un Atos, à mon avis, Atos, on n'est pas prêt de le revoir remonter. Et typiquement d'ailleurs, j'en profite, mais si on se prend un Orpea, c'est la même chose, ok? Acheter ce type d'actif parce qu'on aurait vu le moindre signal haussier en espérant que ça remonte, c'est mort, d'accord? Il y avait Orpea et il y a Worldline qui a fait aussi certains sujets la semaine, je ne sais plus trop quand, mais il y a un petit moment, bah, c'est simple, il suffit de regarder l'accélération, notamment ici en octobre quand ça a accéléré. Mais voilà, on n'achète pas une action juste parce qu'elle est basse. On achète parce que les fondamentaux sont bons. Quand les fondamentaux sont pas bons, personne n'en veut. Et quand en plus vous avez eu ce type de mouvement, il y a peu de chances, croyez-moi, qu'à la moindre bonne nouvelle, ça fasse plus de 100%. On l'a vu aussi sur les cryptos sont cassés la tronche. C'est pas en une semaine, 3 semaines, 1 mois, comme certains pouvaient l'espérer, que ça rebondit. Quand il y a une perte de confiance dans une action, dans un actif du marché, ça met du temps avant de revenir, avant de se reconstruire. Déjà parce qu'il faut reconstruire les fondamentaux généralement de l'entreprise, et ça se fait pas en claquement de doigts. Et puis ensuite parce qu'il faut retrouver cette dynamique acheteuse. Alors si en plus vous rajoutez des scénarios ou des setups de crise là-dedans, bah, ça peut prendre énormément de temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette émission, ça change un petit peu, je sais le vendredi c'est différent. Si t'aimes, n'hésite pas à me mettre un joli like. Si tu me découvres, sois le bienvenu sur la chaîne. Je suis un passionné des marchés financiers, j'espère que ça se ressent en tout cas via toutes mes vidéos et du trading tout simplement. Et puis voilà, j'accompagne donc les particuliers, les traders particuliers à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Donc si tu veux suivre d'autres vidéos, bah, n'hésite pas à liker, à t'abonner, activer la petite cloche, tu seras notifié. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à très vite pour de prochaines analyses. Ciao.